Coucou, c'est Caro. Bonsoir. Vous allez bien? Alors, on est donc en train de lire Les Contes de Noël de Charles Dickens. C'est le deuxième jour. Et donc, je vous propose de lire la suite. C'est Un chant de Noël. Il arrive que, parlant en l'air, on dise qu'on peut faire passer un carrosse à 6 chevaux par un de ces bons vieux escaliers d'autrefois. Mais moi, j'affirme qu'il eût été possible de faire monter un corbillard par l'escalier de Scrooge, et même de le mettre en travers, avec le timon tourné vers le mur et la portière vers la rampe, sans la moindre difficulté. Il avait bien assez de largeur pour cela et plus encore. C'est sans doute pour cette raison que Scrooge crut voir monter devant lui dans la pénombre un corbillard locomobile. Une demi-douzaine des becs de gaz de la rue n'auraient pas suffi à éclairer le vestibule. Vous pouvez donc imaginer qu'il y faisait sombre autour de la chandelle à mèche que portait Scrooge. Il poursuivit son ascension, se moquant de cela comme d'une guigne. L'obscurité ne coûtait pas cher. C'est pourquoi Scrooge l'aimait. Pourtant, avant de fermer sa lourde porte, il parcourut les pièces de son logement pour s'assurer que tout y était en bon ordre. Il se rappelait juste assez le visage pour éprouver le besoin de faire cela. Salon, chambre à coucher, cabinet de débarras étaient exactement dans l'état où ils devaient être. Rien sous la table, personne sous le canapé. Un maigre feu dans la grille, le bol et la cuillère préparés et la petite casserole de tisane de gruau, au chaud sur la grille. Personne sous le lit, personne dans le placard, personne dans sa robe de chambre qui pendait le long du mur dans une attitude suspecte. Le cabinet de débarras, comme d'habitude. Un vieux garde-feu, de vieilles chaussures, 2 bourriches à poisson, une table de toilette sur 3 pieds et un tisonnier. Tout à fait rassuré, il tira la porte et s'enferma à clé. Il s'enferma à double tour, ce qui n'était pas son habitude. Ainsi, à l'abri de toute surprise, il ôta sa cravate et revêtit sa robe de chambre, ses pantoufles et son bonnet de nuit. Puis il s'assit devant le feu pour boire sa tisane de gruau. C'était en vérité un très petit feu, autant dire rien par un soir aussi glacial. Il fut obligé de s'en rapprocher, de le couver, avant de parvenir à extraire la moindre sensation de chaleur de cette poignée de combustible. La cheminée était très ancienne. Elle avait été construite autrefois par un marchand hollandais et son pourtour était garni de vieilles céramiques hollandaises représentant des scènes de l'écriture. Il y avait là des Caïns et des Abel, des filles de Pharaon, des reines de Saba, des messagers angéliques descendant du ciel sur des nuages pareils à des édredons, des Abraham, des Balthazar, des apôtres qui faisaient prendre le large à des saucières, des centaines de personnages capables de retenir ses pensées, et cependant, le visage de Marley, mort depuis 7 ans, s'interposa, et, comme la verge du prophète antique, engloutit tous les autres. Si tous ces carreaux lisses avaient été vides d'images et doués du pouvoir d'en faire surgir une, en utilisant les fragments disjoints de la pensée de Scrooge, il y aurait eu un portrait du vieux Marley sur chacun des carreaux de céramique. « Sornette, dit Scrooge, qui se mit à arpenter la pièce. Après quelques allées et venues, il vint se rasseoir. Comme il appuyait la tête en arrière sur le dossier de son fauteuil, ses yeux se posèrent par hasard sur une cloche.
une cloche qui depuis longtemps était inutilisée, qui pendait dans un coin de la pièce et communiquait à quelque fin oubliée avec une chambre située tout en haut de l'immeuble. Ce fut avec une extrême surprise, accompagnée d'une terreur étrange, inexplicable, qu'au moment où il la regardait, il vit cette cloche se mettre en mouvement. Elle bougea si peu au début qu'elle sonnait à peine, mais son carillon retentit bientôt à grand bruit, accompagné par toutes les autres sonnettes de la maison. Cela ne dura peut-être qu'une demi-minute ou une minute, mais Scrooge eut l'impression que c'était 1 heure. Les cloches cessèrent de sonner comme elles avaient commencé, tout en même temps. Elles furent suivies d'un bruit de ferraille montant des profondeurs de la maison, comme si quelqu'un traînait une lourde chaîne sur les tonneaux du marchand de vin. Scrooge se souvint alors d'avoir entendu dire que dans les maisons hantées, les fantômes traînaient des chaînes. La porte de la cave s'ouvrit brusquement, avec un grand fracas, et Scrooge perçut ce bruit, de plus en plus distinctement au rez-de-chaussée d'abord, puis, montant l'escalier, enfin se dirigeant droit vers sa porte. « Sornette aussi que tout cela, dit Scrooge, je ne veux pas y croire. » Il changea pourtant de couleur quand, sans s'être arrêté, cela traversa la lourde porte et pénétra dans la pièce. Sous ses yeux. Au moment où la chose entra, la flamme mourante bondit dans l'âtre, comme pour dire « Je le connais, c'est le fantôme de Marley », puis elle retomba. Le même visage, exactement le même, Marley avec sa perruque à queue de rat, son gilet habituel, sa culotte collante et ses bottes, les glands de ses lacets, la queue de sa perruque, les basques de son habit, les cheveux qui couvraient sa tête, se dressaient droite autour de lui. La chaîne qu'il traînait lui entourait la taille. Elle était longue et se déroulait comme une queue. Et elle était faite de coffres-forts, de clés, de cadenas, de grands livres, d'exploits et de pesantes bourses forgées dans l'acier. L'apparition était transparente, et Scrooge, qui regardait son gilet, put voir les 2 boutons cousus par derrière à son habit. Scrooge avait souvent entendu dire que Marley n'avait pas d'entrailles, mais il ne l'avait encore jamais cru. Non, et même à ce moment-là, il refusait d'y croire. Il avait beau examiner le spectre de part en part et le voir debout devant lui, il avait beau se sentir glacé par le regard de ses yeux morts et distinguer jusqu'à la trame du tissu d'un mouchoir qui passait sous son menton pour s'attacher au sommet de sa tête, il demeurait incrédule et luttait contre le témoignage de ses sens. « Eh bien, dit Scrooge, plus caustique et plus froid que jamais. Que me voulez-vous ? Beaucoup de choses. » C'était la voix de Marley, sans erreur. « Qui êtes-vous ? » ?»« Demandez-moi qui j'étais. »« Disons, qui étiez-vous ? Vous êtes bien tatillon pour une ombre. »« De mon vivant, j'étais votre associé, Jacob Marley. »« Pouvez-vous vous asseoir ? » demanda Scrooge en le regardant d'un air sceptique. « Je le puis. Alors asseyez-vous. » Scrooge avait posé cette question parce qu'il se demandait si un fantôme aussi transparent était en état de prendre un siège et parce qu'il pensait que, dans le cas où cela serait impossible, il serait contraint de se livrer à une explication embarrassante. Mais le fantôme s'assit de l'autre côté de la cheminée, comme s'il en avait l'habitude. « Vous ne croyez pas en moi, dit-il. »« Non, répondit Scrooge. »« Quelle preuve de ma réalité vous faut-il donc, outre le témoignage de vos sens ? » ?»« Je n'en sais rien. »« Pourquoi doutez-vous de vos sens ? » ?»« Parce que la plus petite chose suffit à les troubler. Un léger malaise d'estomac en fait des imposteurs et vous pourriez bien n'être qu'une bouchée de bœuf mal digérée, une boulette de moutarde, une parcelle de fromage, un fragment de pomme de terre. »
Mal cuite. Qui que vous soyez, vous sortez plutôt de la cave que du caveau. Scrooge n'avait pas pour habitude de faire des calembours, et dans le fond de son cœur, il ne se sentait pas, il faut bien le dire, enclin à la plaisanterie. La vérité, c'est qu'il faisait le malin dans l'espoir de distraire sa propre attention et de surmonter sa terreur, car la voix du fantôme le bouleversait jusqu'à la moelle des os. Demeurer silencieux, ne fût-ce qu'un moment, à regarder ses yeux fixes et vitreux suffirait. Scrooge le sentait, à lui faire perdre la tête. Il y avait, en outre, quelque chose de terrifiant dans l'atmosphère infernale qui entourait le spectre comme son propre élément. Scrooge ne la sentait pas lui-même, mais il n'en pouvait douter, car bien que le fantôme se tînt parfaitement immobile, ses cheveux, les basques de son habit, les glands de ses bottes étaient encore agités comme par la vapeur chaude qui s'échappe d'un four. « Voyez-vous ce cure-dent » demanda Scrooge, revenant vivement à la charge pour la raison que nous venons de dire, et souhaitant, ne fût-ce qu'un instant, détourner de lui-même le regard fixe du fantôme. « Oui, répondit ce dernier. « Vous ne le regardez pas, protesta Scrooge. « Je le vois néanmoins, dit le fantôme. « Eh bien, répliqua Scrooge, il me suffirait de l'avaler pour être persécuté jusqu'à la fin de mes jours par une légion de lutins tous sortis de mon imagination. Sornette, vous dis-je, sornette. » À ce mot, le spectre poussa un cri épouvantable et secoua sa chaîne en faisant un bruit si lugubre et si menaçant que Scrooge dut se cramponner à son fauteuil pour se retenir de tomber évanoui. Mais combien plus grande encore fut son horreur quand le fantôme, détachant le bandage qui entourait sa tête, comme s'il faisait trop chaud dans la pièce, pour le garder, laissa sa mâchoire inférieure retomber sur sa poitrine. Scrooge s'écroula, agenouillé, les mains jointes devant son visage. « Pitié » s'écria-t-il, « pitié ! Apparition terrible, pourquoi viens-tu me tourmenter ?» « Homme à l'esprit mondain, dit le fantôme, crois-tu en moi, oui ou non ?»« J'y crois, dit Scrooge. Il faut bien que j'y croie. Mais pourquoi les esprits errent-ils sur la terre et pourquoi me visitent-ils ? C'est pour tout homme, reprit le fantôme, une obligation que de se mêler par l'imagination à la vie de ses semblables et d'étendre en tous sens son universelle sympathie. Si son âme s'y refuse pendant la vie, il ne peut y échapper après sa mort. Il est condamné à errer de par le monde, pour être le témoin de ce qu'il ne peut plus partager, de ce qu'il aurait pu partager sur la terre et transformer en source de bonheur. Le spectre poussa un nouveau cri, secoua sa chaîne et tordit ses mains spectrales. « Vous êtes enchaîné, observa Scrooge en tremblant. « Dites-moi pourquoi. » « Je porte la chaîne que j'ai forgée pendant ma vie, répondit le fantôme. C'est moi qui l'ai faite, anneau par anneau, aune par aune. Je l'ai attachée autour de moi librement et je la porte de mon plein gré. Son modèle te surprend-il, toi ?» Scrooge tremblait de plus en plus. « Ou bien voudrais-tu connaître, poursuivit le fantôme, le poids et la longueur de l'énorme câble que tu portes toi-même ? Tes fers étaient aussi importants et aussi pesants. Il y a ce soir 7 veilles de Noël que le sont aujourd'hui les miens. Tu y as ajouté depuis, c'est une chaîne considérable. » Scrooge jeta un coup d'œil sur le plancher, comme s'il s'attendait à se voir entouré de 50 ou 60 brasses de câbles de fer, mais il ne vit rien. « Jacob, dit-il d'une voix suppliante, mon vieux Jacob Marley, parle encore, dis-moi quelques mots de réconfort. »« Je ne saurais le faire, dit le fantôme. C'est d'autres régions que vient le réconfort. Et il est dispensé par d'autres ministres à des hommes d'une autre espèce. Je ne puis non plus te dire tout ce que je voudrais. Quelques mots encore et j'aurai épuisé ce que j'ai le droit de te révéler. Je ne puis me reposer, je ne puis séjourner, je ne puis m'attarder nulle part. Mon esprit n'a jamais quitté jadis notre maison de commerce.
Note bien mes paroles. Quand je vivais, mon esprit n'a jamais vagabondé au-delà des étroites limites de ce trou où nous amassions de l'or. Aussi me reste-t-il à accomplir de longs et pénibles voyages. Scrooge avait l'habitude, pour réfléchir, d'enfoncer les mains dans les poches de sa culotte. Retournant dans sa tête les paroles du fantôme, il fit ce geste, mais sans relever les yeux et toujours à genoux. « Il faut que tu aies avancé très lentement, Jacob, remarqua-t-il, parlant en homme d'affaires, mais avec humilité et déférence. « Lentement, répéta le fantôme. « Mort depuis 7 ans, rumina Scrooge, et tout le temps en chemin. Tout le temps, dit le fantôme, sans trêve ni repos, l'incessante torture du remords. Et tu voyages vite ? Sur les ailes du vent, répliqua le fantôme. Tu as dû parcourir beaucoup de chemin en 7 ans. Le spectre, en entendant ces mots, poussa une nouvelle clameur et secoua sa chaîne, troubla d'un horrible fracas le silence de cette heure morte, que l'homme du guet aurait eu le droit strict de le poursuivre pour tapage nocturne. « Oh, captif, lié, chargé de double chaîne, s'écria le fantôme, pour ne pas savoir qu'il doit se récouler dans l'éternité des siècles d'incessants labeurs accomplis pour cette terre par dire mortelle créature avant que le bienfaisant effet ne s'en fasse sentir. Pour ne pas savoir qu'une âme chrétienne, œuvrant avec bonté dans sa petite sphère, quelle que soit cette sphère, trouvera sa vie terrestre trop courte pour les innombrables moyens qu'elle a de s'employer. Pour ne pas savoir qu'une éternité de regrets ne peut réparer les possibilités négligées d'une seule vie. Et j'étais ainsi, Mais Jacob, tu as toujours été un excellent homme d'affaires, dit d'une voix brisée Scrooge qui commençait à s'appliquer toutes ses condamnations à lui-même. Les affaires, s'écria le fantôme, se tordant les mains de nouveau. L'humanité était mon affaire, le bien commun était mon affaire, la charité, la compassion, la tolérance et la bonté, telles étaient mes affaires. Les opérations de mon commerce n'étaient qu'une goutte d'eau dans l'immense océan de mes affaires. Il tenait sa chaîne à bout de bras, et l'on eût dit qu'il voyait en elle la cause de toutes les stériles douleurs. Puis il en frappa lourdement le sol à nouveau. Au cours de l'année qui se déroule, reprit le fantôme, c'est à cette époque-ci que je souffre le plus. Pourquoi ai-je jadis traversé la foule de mes semblables, les yeux baissés vers la terre, sans les lever jamais pour contempler l'étoile bénie qui conduisit les rois vers une humble demeure? N'y avait-il pas autour de moi de pauvres foyers où sa lumière eût pu me mener? Scrooge était très inquiet d'entendre le fantôme discourir avec véhémence, et il se mit à trembler de tous ses membres. « Écoute-moi, cria le fantôme, mon temps s'achève. »« J'écoute, dit Scrooge, mais épargne-moi, Jacob, ne t'étends pas trop, je t'en prie. Comment se fait-il que je me trouve devant toi sous une forme que tu puisses voir? Je ne le saurais le dire. Maintes et maintes fois je suis venu m'asseoir invisible à tes côtés. » Ce n'était pas une idée agréable, Scrooge grelotta, en essuyant la sueur qui coulait de son front. « Ce n'est pas la moindre peine qui me soit imposée, poursuivit le fantôme. Je suis ici ce soir pour t'avertir qu'il te reste encore une chance et un espoir que tu me dois. Un espoir d'échapper à mon sort. Tu as toujours été pour moi un bon ami, dit Scrooge, merci beaucoup. Tu vas être hanté par 3 esprits. Le visage de Scrooge s'allongea, presque autant que l'avait fait celui du fantôme. Est-ce la chance, l'espoir dont tu viens de me parler, Jacob? Demanda-t-il d'une voix qui se brisait. Oui, je crois que j'aimerais mieux m'en passer. Sans leur visite, ajouta le fantôme, aucun espoir pour toi d'éviter le sort qui est le mien. Attends-toi
avoir le premier demain quand une heure sonnera? Ne pourrais-je les avoir tous les trois d'un seul coup et que ce soit fini? Suggéra Scrooge. Attends le second, la nuit suivante, à la même heure. Le troisième viendra la troisième nuit, quand aura cessé de vibrer le dernier coup de minuit. Ne compte pas me revoir, mais aie grand soin, dans ton intérêt, de n'oublier rien de ce qui vient de se passer entre nous. Ayant ainsi parlé, le spectre reprit le mouchoir qu'il avait posé sur la table et se l'attacha autour de la tête comme auparavant. Scrooge le comprit au claquement sec que firent entendre ses dents lorsque les deux mâchoires furent réunies par le bandage. Il se hasarda à relever les yeux et trouva son visiteur surnaturel debout en face de lui, portant sa chaîne enroulée autour du bras. Le spectre s'éloigna à reculons, et chaque fois qu'il faisait un pas, la vitre de la fenêtre se soulevait un peu, de sorte que lorsqu'il y arriva, elle était grande ouverte. Il fit signe à Scrooge d'approcher, et Scrooge obéit. Lorsqu'ils furent à 2 pas l'un de l'autre, le fantôme de Marley leva la main, l'avertissant de ne plus avancer. Scrooge s'arrêta. Il s'arrêta moins par obéissance que par crainte et surprise, car, au moment où cette main s'était levée, il avait distingué des bruits confus qui s'élevaient dans l'espace. Bribes incohérentes de lamentation et de regret, plaintes d'une inexprimable tristesse, gémissements de conscience tourmentée. Le spectre, ayant écouté un moment, se joignit à ce cœur funèbre et plongea dans cette nuit sombre et glacée qui l'engloutit. Scrooge, que la curiosité rendait téméraire, le suivit jusqu'à la fenêtre. Il regarda au dehors. L'air était rempli de fantômes, errant çà et là, dans une agitation constante, sans cesser de gémir. Tous étaient chargés de chaînes, comme le fantôme de Marley. Quelques-uns étaient attachés ensemble, nul n'était libre. Scrooge en reconnaissait beaucoup qu'il avait rencontrés pendant leur vie. Il avait été intimement lié avec un vieux fantôme en gilet blanc qui portait à la cheville un énorme coffre-fort et plairait de façon déchirante parce qu'il ne pouvait venir au secours d'une pauvresse tenant un bébé dans les bras et qu'il voyait au-dessus de lui, assis sur le pas d'une porte. Leur supplice à tous était visiblement qu'il essayait d'intervenir dans les affaires des hommes pour leur être secourable et qu'il en avait perdu à jamais le pouvoir. Ces formes finirent-elles par se dissoudre dans la brume, ou la brume les enveloppa-t-elle de son linceul? Scrooge ne put le discerner. Les spectres et leurs voix spectrales s'évanouirent ensemble, et la nuit retrouva l'aspect qu'elle avait eu lorsqu'il était rentré chez lui. Scrooge referma la fenêtre et alla examiner la porte par laquelle le fantôme était entré. Elle était fermée à double tour, ainsi qu'il l'avait fermée de ses propres mains. Et les verrous poussés étaient intacts. Il essaya de dire « sornette », mais ne put dépasser la première syllabe. Et se sentant, à cause de l'émotion qu'il venait d'éprouver, ou des fatigues du jour, ou du rapide coup d'œil qu'il avait jeté sur le monde invisible, ou encore de l'ennuyeuse conversation du fantôme, en grand besoin de repos, il alla tout droit se mettre au lit, sans se déshabiller, et s'endormit incontinent. Voilà, c'est tout pour ce soir. Demain, on entamera le 2e couplet qui s'appelle « Le premier des 3 esprits ». Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Gros bisous.